Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Madame SES, le podcast qui rend les sciences économiques et sociales accessibles à toutes et à tous, que vous soyez lycéen ou simplement curieux d'en savoir plus sur le fonctionnement de notre société. Ici, on décortique les notions clés du programme de SES avec des explications claires et des exemples concrets. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre fondamental en sociologie, comment est structurée la société française actuelle. Dans cet épisode, nous allons expliquer quels sont les grands critères que les sociologues utilisent pour analyser les inégalités et comprendre comment se structure notre société. Ces critères se divisent en deux grandes catégories. Les critères socio-économiques d'un côté, avec la catégorie socio-professionnelle, le revenu et le diplôme, puis les critères socio-démographiques de l'autre, avec la composition du ménage, la position dans le cycle de vie, le sexe et le lieu de résidence. Commençons par les critères socio-économiques, qui sont sans doute les plus évidents quand on parle d'inégalité sociale. Le premier critère sont les PCS, ou professions et catégories socio-professionnelles. Elles sont une manière de classer les individus en fonction de leur profession, de leur statut, salarié ou indépendant, du niveau de qualification ou encore du secteur d'activité. Par exemple, on distingue les cadres, les ouvriers, les agriculteurs, les professions intermédiaires ou encore les employés. Pourquoi c'est important ? Parce que selon sa PCS, on n'a pas les mêmes conditions de travail, le même niveau de revenu ou encore le même style de vie. Un cadre supérieur habitant en centre-ville n'a pas du tout la même réalité quotidienne qu'un ouvrier vivant en zone périurbaine. Et au-delà du revenu, la PCS influence aussi l'accès à la culture, les réseaux sociaux ou encore la manière d'éduquer les enfants. Le deuxième critère socio-économique que l'on peut citer est le revenu. Le revenu, c'est tout simplement l'ensemble des ressources financières dont dispose un individu ou un ménage, salaire, aide sociale, pension, revenu du capital, etc. Il structure fortement l'espace social, car il détermine notre pouvoir d'achat, notre accès à des services de qualité tels que la santé, le logement ou l'éducation, ou même notre manière de consommer et de nous divertir. Une personne qui vit avec un SMIC n'a pas les mêmes opportunités qu'une personne qui gagne 5 000 € par mois. Et cela se répercute sur la santé, la mobilité ou encore la réussite scolaire des enfants. Le dernier critère socio-économique est le diplôme. Le niveau de diplôme est un autre critère majeur. Il conditionne souvent l'accès à l'emploi, le type de poste occupé, et donc le revenu. Mais le diplôme joue aussi un rôle culturel. Il est lié au langage, aux références culturelles, aux façons de penser et de se comporter. En France, le diplôme est un facteur clé de l'ascension sociale. Plus on est diplômé, plus on a de chances de gravir les échelons de la hiérarchie sociale. Mais l'inverse est aussi vrai. Un faible niveau de diplôme peut freiner l'accès à certains métiers ou à certaines ressources. Passons maintenant aux critères socio-démographiques, qui renvoient davantage aux caractéristiques personnelles ou à la situation familiale des individus. Le premier critère socio-démographique est la composition du ménage. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un ménage ? En statistique, on appelle ménage l'ensemble des personnes qui vivent sous le même toit, qu'elles soient ou non liées par un lien de parenté. Cela peut être une famille, une colocation, un couple sans enfants ou encore une personne vivant seule. Vivre seul, en couple, avec ou sans enfants, ces différences influencent largement les conditions de vie. Un parent isolé avec 2 enfants ne rencontre pas les mêmes défis économiques et sociaux qu'un couple sans enfants ou qu'une personne vivant seule à la retraite. Cela joue sur le niveau de vie, le temps disponible, l'organisation du quotidien et même sur les aspirations et les loisirs. Passons maintenant au deuxième critère socio-démographique, la position dans le cycle de vie. Le cycle de vie en sociologie désigne les différentes étapes que traverse un individu au cours de sa vie, avec les rôles sociaux qui y sont associés. Par exemple, on distingue la jeunesse, l'âge adulte actif, la parentalité ou la retraite. À chaque étape correspondent des réalités sociales différentes. Ces étapes influencent donc nos besoins, nos revenus, nos dépenses et nos modes de vie. Par exemple, un étudiant aura souvent des ressources limitées, un mode de vie plus mobile, alors qu'un actif peut accéder à la propriété, élever des enfants, etc. Les retraités, eux, disposent en général de moins de revenus, mais plus de temps libre. Chaque étape du cycle de vie s'accompagne donc de conditions sociales spécifiques. Le troisième critère est celui du sexe. Le sexe reste aujourd'hui un facteur structurant. Même si des progrès ont été faits, des inégalités subsistent entre les femmes et les hommes, en matière de salaire, de charges domestiques, de représentation politique ou de carrière professionnelle. Par exemple, les femmes occupent encore plus souvent des emplois à temps partiel et sont surreprésentées dans certains métiers moins valorisés. Enfin, le dernier critère sociodémographique est le critère du lieu de résidence. Le lieu où l'on vit influence fortement notre quotidien.
Habiter dans un centre urbain bien desservi, avec accès à la culture, à l'emploi, au transport en commun, ce n'est pas la même chose que vivre dans une zone rurale isolée ou dans un quartier défavorisé. Le territoire joue sur l'accès aux services publics, sur les opportunités scolaires ou professionnelles, mais aussi sur le sentiment d'appartenance sociale. Vous l'aurez compris, l'espace social est structuré par une multitude de critères. Ce sont autant de facteurs qui expliquent pourquoi les individus n'occupent pas la même place dans la société et n'ont pas les mêmes conditions de vie. Dans un prochain épisode, on pourra aller plus loin en étudiant les évolutions de la structure socio-professionnelle en France depuis 1950. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez compléter ce podcast en allant sur ma page Instagram pour y découvrir un résumé de ce que l'on a vu aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode et à me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Madame SES. En attendant, prenez soin de vous.